Bonjour. Donc, s'il vous plaît, on va prendre et sans tarder, je vais passer la parole au professeur Jean-Claude Razaraniania. Nania. J'espère que je vais bien. Voilà. Naina. Naina. Professeur des universités à l'université de Pianaron Zhao en droit public et ancien secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. À vous la parole, cher professeur. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, chers collègues, professeurs des universités, et chercheurs du monde entier. C'est bon, hein? Honorable assistance. Merci de m'avoir donné la parole et c'est un grand plaisir pour moi d'être parmi vous, malgré le retard que j'ai commis donc durant le voyage de Madagascar via Paris. Et c'est un plaisir pour moi aussi d'être à Maroc et en passant par Paris, qui sont tous des pays amis pour Madagascar, tant la France que le Maroc. Il y a donc un lien historique entre les trois pays. Donc c'est la raison pour laquelle je vous dirais que je suis très content donc d'être parmi vous. Je suis, comme vient de présenter Monsieur le Président de séance, Razaraniania Jean-Claude. C'est difficile à prononcer quand même. Il y en a encore d'autres qui ont des noms plus encore longs que le mien. Hein. À savoir notre ancien ministre de l'enseignement supérieur de l'époque qui s'appelait Raja Findrandi Elsimanir. Et voilà, donc c'est la spécificité malgache quand même. Oui. Donc je suis professeur titulaire des universités. Je suis dans le domaine du droit international public, le droit constitutionnel et la science politique en même temps. Donc, je suis rattaché à l'université de Fianarantsoa, une province au sud de la capitale Antananarivo. Donc, c'est à 400 km de là. Et imaginez, j'ai fait combien de kilomètres pour arriver jusqu'à Marrakech. Et là, donc, le président de séance me torture tout de suite, qu'une fois arrivé, il me laisse pas le temps de... Mais c'est un plaisir, en tout cas. Donc, je voudrais, parce que c'est un honneur pour moi donc, de présenter devant vous cette auguste assemblée, le thème, le dilemme entre le Nord et le Sud sur la reconnaissance des qualifications préconisées par la Convention de l'UNESCO et la recherche de l'accréditation. Donc, je vais m'orienter beaucoup plus de l'angle juridique. Et j'espère donc que tout le monde parviendra à comprendre et à saisir ce que je voudrais vous exposer. Je voudrais au préalable souligner qu'en parlant de dilemme, il ne s'agit aucunement d'un conflit entre les pays du Nord et ceux du Sud. Seulement, j'aimerais mettre en exergue la divergence de position des deux parties en matière de reconnaissance des diplômes et de la recherche de l'accréditation. Aussi, il est indispensable également de bien tracer les pays du Nord et les pays du Sud. Depuis le discours de Harry Truman en janvier 1949, le monde est classifié en deux groupes distincts, tels les pays développés et les pays sous-développés, qui sont plus tard qualifiés de pays en voie de développement, PVD. Par la suite, on considère ceux-ci comme des pays en développement, PED, en 1960, pour juxtaposer la qualification à la théorie du soft power. En effet, cette classification semble s'aligner avec la position géographique des deux groupes de pays cités plus haut,
Cela a poussé la Commission indépendante sur les problèmes de développement international, présidée par Willy Brandt, chancelier allemand, de tracer une ligne imaginaire séparant les pays de l'hémisphère nord de l'hémisphère sud. De ce fait, le rapport de la Commission dévoile les pays industrialisés qui figurent au nord de cette ligne imaginaire pour former les pays riches du nord, tandis que la partie sud, qui incarnera le groupe pauvre, est rebaptisé pays du sud. Par conséquent, la division des pays de la planète en nord-sud s'inspire en tenant compte de la situation économique. Une considération qui semble également avoir une répercussion sur l'aspect culturel de cette partition nord-sud, malgré le concept de village planétaire de Marshall McLuhan en attribuant une vision unique sur le monde entier. Ainsi, cette différence culturelle engendre-t-elle la variation de civilisation entre le nord et le sud, étant donné que le dictionnaire Larousse définit celle-ci comme l'ensemble des caractères propres à la vie culturelle et matérielle d'une société humaine. Parce que parfois, l'on porte le jugement de pays civilisés et pays moins civilisés selon son degré de développement. Est-ce à dire que la civilisation dépend de l'aspect culturel dans une nation? Sinon, peut-on associer la variation culturelle d'un quelconque pays concomitamment à l'appropriation d'un modèle de civilisation? Mais le phénomène qui attire plus l'attention est le développement d'un pays. On constate sans doute un flagrant contraste de niveau de développement des États de la planète Terre. Sans revenir sur cette division nord-sud, découlant du classement en pays riches et pays pauvres, on ne peut ignorer l'outil de l'IDH initié par les économistes Amartya Sen, un Indien, et Mahbub Yughak, un Pakistanais, lequel a été mis au service du PNUD depuis 1990. De ce fait, nous sommes menés à l'univers de 5 catégories de pays. Pays développés, pays émergents, pays en transition, pays en développement, pays moins avancés, dont la plupart sont des Africains. En effet, se référant aux critères de qualification de l'IDH, permettant en quelque sorte à la classification des États, retenons à part le PIB, produit intérieur brut par habitant, et l'espérance de vie de la population, le niveau d'éducation, qui concerne essentiellement le thème de notre communication. On peut soutenir sans aucun souci que le fait que les pays de ce monde soient répartis en nord-sud prouve l'une des causes, en effet, dans l'aspect éducatif au profit de la population. Rappelons que les pays du Sud rassemblent ceux qui ont connu la colonisation française et britannique. La plupart cafouillent sans relâche contre leur pauvreté qui semble s'éterniser. C'est la raison pour laquelle nous avons pris comme opportunité ce colloque universitaire de Marrakech pour attirer notre attention, nous les universitaires du Nord et du Sud, pour qu'on parvienne ensemble à instaurer une relation éducative Nord-Sud permettant à ce dernier de surmonter la lourdeur de la pauvreté. Mais auparavant, il y a lieu de survoler brièvement les réalités qui prévalent actuellement sur le plan éducatif entre le Nord et le Sud. Plus précisément, qu'en est-il de la mobilité universitaire? Peut-on présager un équilibre rationnel dans ce sens pour que la mobilité du Sud vers le Nord puisse assurer une connaissance adéquate à travers l'acceptation des acquis des apprenants? Et par conséquent, il faut tenir compte du retour des apprenants à son pays d'origine
pour contribuer à son développement, lequel s'avère comme objectif fondamental de la formation. En effet, le terme mobilité universitaire s'insère désormais dans le jargon du monde de la formation supérieure. La Convention mondiale sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur de 2019 le définit à sa section 1er, article 1er, comme le déplacement physique ou virtuel d'un individu à l'étranger dans le but d'étudier, de faire de la recherche ou de travailler. Cela se manifeste principalement par le départ des jeunes étudiants venant du Sud vers le Nord. Si la statistique mondiale évalue les individus effectuant des études en dehors de leur pays d'origine à environ 4 millions en début de l'année 2000, l'estimation envisage une augmentation de 8 millions en 2020. Pour illustrer cette prévision, Campus France présente une mobilité estudiantine d'environ 50 000 étudiants entre 2012 à 2017, venant de l'Afrique subsaharienne, dont 90% relèvent de l'obédience francophone. Ce qui fait que la fréquence de la mobilité universitaire ne cesse d'évoluer exponentiellement, surtout du Sud vers le Nord. Quant à celle du Nord vers le Sud, aucune indication n'a été aperçue, sauf dans le domaine de la recherche dès le niveau doctoral. Ce qui n'est pas le cas de l'autre côté, où les candidats à la mobilité disposent généralement le niveau de qualification baccalauréat, baccalauréat plus 2, voire plus 3 ou 4, pour se bousculer vers le Nord dans le but d'approfondir leurs connaissances, de jouir une qualité de formation plus excellente par rapport à celle de chez eux. Ainsi, sans vouloir décortiquer en détail les conditionnalités d'admission dans les milieux universitaires du Nord, auxquels d'aucuns parmi nous n'ignorent que la qualification figure en premier plan, c'est-à-dire pour être admis dans les universités du Nord. En effet, la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne, sauf erreur de ma part, met en exergue ce critère pour l'accessibilité dans les universités du Nord en général. Sa section 4 est très explicite dans ce cas. Datant de 1997, la dite convention est rentrée en vigueur après avoir atteint la ratification acquise. J'insiste encore, sauf erreur de ma part, si cette convention est toujours en vigueur. Sachons que la portée des dispositions y inscrites apparaît avec ses conséquences pour les étudiants venant du Sud. Sans évoquer la relégation des candidats vers un niveau non équivalent de leurs acquis, laquelle entraîne un retard fatal pour la durée de formation, surtout pour les boursiers, de la déception menant jusqu'à la frustration marque la majorité de ces candidats. Donc, ne nous étonnons pas des résultats qui ne sont pas totalement réjouissants par rapport à ceux escomptés. Bon nombre sont réduits au petit boulot pour assurer leur subsistance, si certains se baignent dans les troubles psychiques dus aux diverses difficultés. Admettons également que les qualifications évaluées corollairement au principe de mobilité dans le cadre du travail restent discriminatoires sans reconnaître aux gens venant du Sud un poste méritant. Sinon, les meilleurs des candidats sont incités à rester dans le Nord au lieu de retourner chez eux pour contribuer au développement de leur pays d'origine, dans ce sens qu'un salaire alléchant leur est proposé par rapport à celui qu'ils peuvent bénéficier dans le Sud. Ce sont quelques cas de figure qui engendrent
le déséquilibre du système de formation mondial. Alors, l'avènement de la Convention mondiale sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur de 2019 serait-il une porte ouverte pour résorber ces obstacles qui affectent les pays du Sud dans la pauvreté et apporterait-il une perspective d'avenir plus meilleure? Se référant aux objectifs généraux tracés par cette convention, la population du Sud éprouve une certaine lueur d'espoir de sortir de sa paupérisation en se fiant davantage au système éducatif. Rappelons en passant qu'il est stipulé en grand 2 de cette convention que l'adoption d'une convention mondiale a pour objectif principal de constituer un instrument normatif international de portée mondiale sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur. La Convention mondiale a pour objet de renforcer la mobilité universitaire interrégionale, de promouvoir une plus grande coopération internationale dans l'enseignement supérieur, d'encourager la démocratisation des possibilités d'accès à l'enseignement supérieur et à l'apprentissage tout au long de la vie pour tous, de fournir un cadre d'assurance qualité face à des prestations de l'enseignement supérieur qui se diversifient très rapidement. Aussi, la section 2, article 2, ajoute encore des objectifs spécifiques, très rassurants, comptant 10 alinéas, dont, à titre d'exemple, offrir un cadre mondial inclusif pour une reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur qui soit juste, transparente, cohérente, opportune et fiable. Pourtant, sans préjuger aucun du tout, ni la moindre susceptibilité précoce, les dispositions de la section 4, à son article 11, alinéa 6, attirent quand même l'attention de telle sorte qu'on y constate que, c'est-à-dire dans la Convention mondiale, chaque État partie peut subordonner la reconnaissance des qualifications délivrées par un établissement d'enseignement étranger à des conditions spécifiques de sa législation et de ses règlements. Et en orientant l'analyse sur la similaire Convention mondiale sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne de 1997, on se pose la question sur le principe de la corrélation entre les deux. Y aurait-il un principe de hiérarchie des normes? Parce qu'on parle de la Convention mondiale, d'une part, et de la Convention régionale, d'autre part. Donc, je voudrais donc évoquer le principe de hiérarchie des normes dans ce cas. Pourtant, celle de l'Europe qui appartient à l'hémisphère nord rentrait en vigueur beaucoup plus tôt que celle de l'UNESCO. Sinon, peut-on appliquer à cet instrument juridique international de l'UNESCO le principe de jus cogens stipulé par l'article 53, section 2, partie 5 de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 pour acquérir une prééminence sur d'autres normes semblables? Comment cette convention internationale serait-elle interprétée face à celle régionale de l'Europe? Empêchera-t-elle le doute de s'installer quand l'article 18 de la section 6 annonce la rentrée en vigueur de cette convention mondiale de reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur à partir du dépôt du 20e instrument de ratification seulement? C'est-à-dire, il suffit donc que 20 pays déposent leur instrument de ratification que la convention rentre tout de suite en vigueur. C'est moindre quand même. Par rapport aux autres conventions, par exemple la convention contre la corruption, il fallait donc atteindre 70 ratifications pour que la convention rentre en vigueur. Ce qui n'est pas le cas avec cette convention qui fait l'objet de notre
colloque. Tout en stipulant que seuls les États partis qui sont tenus d'obligations à la matière par le principe pacta sunt servanda, préconisé dans l'article 27, section 1, partie 3 de la Convention de Vienne, annoncée supra. Toutefois, il ne s'agit pas de se plaindre prématurément avant que cette convention ne s'applique, ni porter des critiques insignifiantes sur les autres instruments juridiques régionaux semblables. D'autant plus que les conditions imposées reposent dans une certaine mesure sur l'assurance qualité des qualifications. Et je voudrais attirer notre attention sur cette dernière disposition, l'assurance qualité, qui s'avère une préoccupation majeure des pays du Sud et une des raisons qui stimule la mobilité universitaire du Sud vers le Nord. Par conséquent, me permettez-vous, vous qui formez cette auguste assemblée, à lancer un appel solennel à l'endroit de l'institution internationale qu'est l'UNESCO à veiller davantage à l'assurance qualité du système de formation universitaire dans le Sud pour que de véritables qualifications relatives à l'enseignement supérieur soient assurées et améliorées pour stopper ou du moins amoindrir la ruée vers le Nord. Je plaide en toute sincérité, en tant qu'avocat aussi, auprès des pays riches du Nord, que l'affectation du budget dépensé à l'armement et à la guerre vers l'amélioration de la qualité du système universitaire des pays pauvres du Sud entraînera des retombées mutuellement avantageuses, ce n'est pas seulement pour les Sud, mais mutuellement avantageuses pour les deux parties dans ce cadre. Et pour terminer, j'aimerais bien évoquer le cas de l'accréditation préconisée dans le cadre du système LMD, licence, master, doctorat, mais la convention de l'UNESCO me semble moins explicite sur ce point et je préfère émettre seulement un fait d'annonce. Sur ce, Monsieur le Président, chers collègues professeurs des universités, je vous remercie de votre aimable attention. Merci, cher professeur. Donc, sans tarder, la parole est à allez-y, professeur. Alors, je suis moi-même internationaliste, dans les deux sens du terme d'ailleurs. Quand on dit internationaliste, comme vous le savez, ça signifie en réalité spécialiste de droit international. Et il se trouve que je fais du droit international public aussi. C'est un plaisir. Et que la question des hiérarchies des normes en droit international m'intéresse déjà depuis de nombreuses années et que par conséquent, ce que vous avez dit m'intéresse énormément. Et pour vous dire les choses, franchement, j'ai parlé ce matin de la convention de 2019 et quand j'avais préparé, j'avais pensé à la question que vous évoquez là, mais je n'ai pas voulu l'aborder et je vais vous expliquer pourquoi. Justement, je suis sûr qu'on va pouvoir, en dialoguant, trouver peut-être des éléments qui permettront de se rejoindre intellectuellement. Alors, d'abord, il est clair que la Convention, pour l'instant, ne réunit que 9 ou 10 États qui ont consenti à être liés par la Convention. Acte d'engagement définitif. Par conséquent, par rapport à la définition du jus cogens, qui se trouve dans l'article 53 de la Convention de Vienne sur le droit des traités que vous avez évoqué, il est certain qu'au regard de ce critère-là, on ne se trouve pas en présence d'une norme reconnue comme impérative par la communauté internationale des États dans son ensemble. Ça, c'est un premier point. Maintenant, la deuxième chose, c'est de savoir, est-ce qu'éventuellement cette convention énoncerait des règles qui, elles, appartiennent au droit international général et qui, alors en tant que telles, pourraient être, indépendamment de la convention, des règles dites de jus cogens. Alors, c'est un peu ma question. Est-ce que vous avez le sentiment que, en ce qui concerne les règles qu'on trouve dans la convention, certaines d'entre elles correspondent déjà à des règles de droit international coutumier? Je pose la question parce que quand on rapproche
les conventions régionales. Et que d'autre part, on examine les législations nationales. Un certain nombre de règles, en réalité, sont déjà présentes. Et donc, est-ce que, finalement, le droit international général n'est pas confirmé par la Convention de 2019? C'est une question que je pose. Je ne dis pas que je connais la réponse, je ne la connais pas d'ailleurs, mais je m'interroge sur ce point en ajoutant juste une chose que j'ai précisée ce matin. C'est que un rapport de l'Organisation des Nations Unies précise quand même que la Convention de 2019 ne devrait en rien modifier les conventions qui sont régionales. C'est-à-dire que les conventions régionales continueront à s'appliquer et qu'il n'est pas prévu qu'il y ait une hiérarchie entre elles et la Convention de 2019, en tout cas en l'état. Alors, je voulais savoir ce que vous pensez de tout ça, comment vous le percevez par rapport, disons, à la notion de jus cogens telle que traditionnellement on la conçoit. C'est bon. Merci, monsieur le professeur. Ravi de faire votre connaissance parce qu'on est dans le même groupe dans ce cas. En fait, mon analyse se focalise surtout donc sur la relation entre le Nord et le Sud. Et rien ne sert donc d'exposer le contraste de civilisation entre les deux groupes. Et c'est ce que je voudrais donc attirer notre attention dans ce sens que la formation, surtout la formation universitaire, est vraiment la base du développement d'un pays. Et c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de mobilité du Sud vers le Nord. Et là, j'évoque donc l'existence de la Convention de reconnaissance des qualifications de l'enseignement supérieur dans la région européenne, qui était déjà en vigueur depuis 1997. Alors, la question se pose, si la présente convention de l'UNESCO, qui est déjà signée donc, lors de la conférence internationale de 2019, rentre réellement en vigueur, quelle sera donc la position de l'Union européenne par rapport à cette convention? Est-ce que les pays de l'Union européenne vont se contenter de rester à appliquer l'ancienne convention dont ils disposent déjà, ou est-ce qu'elle va donc se référer à celle qui vient d'être initiée par l'UNESCO? C'est ça la question majeure. Et c'est là que je voudrais donc évoquer le principe d'hiérarchie des normes, parce qu'à partir du moment où un instrument juridique international est validé et que tous les pays qui vont le ratifier seraient donc liés par le principe de pacta sunt servanda. Ça, on n'en disconvient pas. Voilà. Donc, c'est là que se pose la question. Quelle serait donc la position? Et j'ai posé à terme d'interrogatoire donc mon opinion dans ce sens. Tout à fait. Mais alors... Comment on donc pourra admettre ou pourra accorder à cette convention de l'UNESCO, parce qu'on mise beaucoup sur cette convention pour gérer la mobilité interuniversitaire. Est-ce qu'on peut donc admettre ou donner à cette convention le principe de jus cogens, comme vous avez déjà expliqué? Je ne voudrais plus y revenir, mais parce que si on arrive à obtenir la qualité de jus cogens à la convention de l'UNESCO, donc ça va arranger les choses. Parce que tout le monde sera lié dans ce cas-là. Voilà mon opinion dans ce sens. Oui, tout à fait. Mais alors, ça suppose qu'effectivement, la Convention de 2019 exprime des règles qui sont considérées comme étant des règles acceptées comme impératives par la communauté internationale des États dans son ensemble. C'est la définition même du jus cogens au sens de l'article 53. Et alors, la question est de savoir, est-ce qu'on peut aboutir à ça quand on sait d'une part qu'il existe, comme vous l'avez dit, des différences importantes entre le Nord et le Sud, d'une part. Est-ce que la communauté internationale des États dans son ensemble peut quand même s'unir, malgré ces différences, sur les règles de la Convention? Ce n'est pas impossible, d'ailleurs. Les écarts, notamment de développement, n'excluent pas l'entente sur des mécanismes comme ceux qui sont dans la Convention. Bon. Et d'autre part, est-ce qu'on est en présence, est-ce qu'on n'est pas plutôt en présence d'un problème alors qui, si on se place sur le terrain du droit conventionnel,
est un problème de priorité d'application. C'est-à-dire qu'entre la norme qui est posée dans la Convention de 2019, c'est-à-dire une convention universelle, même si tous les États n'y sont pas partis, et d'autre part la convention régionale, s'il y a en réalité des conflits, est-ce que, en réalité, l'une ne prévaudra pas sur l'autre? C'est-à-dire une question de priorité d'application entre les normes, et donc là on est renvoyé à l'application des adages d'ailleurs de latin, generalia specialibus non derogante, etc. Enfin, il y a toute une série de règles, lex specialis derogat generali, toute une série de règles qui en réalité peuvent trouver matière à application et qui alors là ne concernent plus vraiment la hiérarchie des normes, mais simplement la priorité d'application entre des normes qui sont contradictoires. Justement, c'est là que se pose le problème. Oui, d'accord. Parce mais alors c'est plus j'ai vraiment. bien souligné tout à l'heure. Alors ça n'est plus vraiment. Attendez, s'il vous plaît. Non, oui, je vous en prie. J'ai bien souligné tout à l'heure que cette convention rentre en vigueur à partir du 20e ratification. Nous sommes 192 pays membres, 193 pays membres de l'ONU actuellement. Et alors, l'article que vous évoquez, l'article 53, ne stipule pas à partir de quelle majorité. Là, la rentrée en vigueur, c'est 20 pays, 20 instruments. Mais l'article du traité ne mentionne pas cet accord donné par la communauté internationale. Est-ce que c'est un accord à l'unanimité ou c'est un accord à la majorité absolue ou majorité de 2/3? C'est incompréhensible. Donc, c'est très, très intéressant, même, mais je dois... Oui, oui, oui. On en discutera, on continuera la discussion tout à l'heure. Donc, ouais. Très intéressant, je passe la parole au professeur. Bien, moi, je ne réagis que par rapport sur un détail, parce que visiblement, moi, je ne comprends pas grand-chose au droit, mais je dois dire que vous êtes juriste, internationaliste, et vous avez dit qu'il suffirait qu'on réduise le budget des militaires, le budget consacré à l'armement, et qu'on, effectivement, le donne, je ne sais pas, au développement ou à autre chose. Mais enfin, quand vous le dites, y a-t-il une règle pour cela? Et j'ai bien peur que ce soit un problème qui soit posé, qu'il n'y ait pas de solution, parce que ce que les économistes disent souvent, et empruntant à la programmation mathématique, quand un problème n'a pas de solution, c'est qu'il est mal posé. Il faut donc le poser de manière telle qu'il ait une solution. Quand vous le posez de telle manière, est-ce que ce problème-là est soluble? En fait, j'ai évoqué donc un souhait, parce qu'il n'y a pas de règles impératives à la matière qui pourraient donc dicter à chaque pays de réduire leur budget d'armement et de consacrer à la guerre. Et c'est ça le grand problème, hein. Malgré les dispositions de la Charte des Nations Unies, qui voudraient donc résoudre tout ce qui est différent internationaux d'une manière diplomatique, on ne parvient pas. Voyons le cas en Russie et à l'Ukraine actuellement. Même les grandes puissances ne parviennent pas à résoudre le problème. Et donc, nous sommes là, donc nous les chercheurs, pour trouver des solutions qu'on pourrait suggérer auprès des grandes puissances afin qu'on favorise beaucoup plus le système éducatif. Voilà. Des solutions, voilà, qui puissent être effectivement, qui puissent se matérialiser. Voilà. Voilà. Merci. Donc, professeur, la parole. Merci, Monsieur le Président. Pardon. Je précise que je suis juriste également, mais non pas publiciste, mais un privatiste. Et alors je ne suis pas spécialiste des conventions internationales ni de la hiérarchie des normes en la matière, mais je m'intéresse davantage, enfin, dans mon domaine quotidien, c'est plutôt le droit des contrats auquel je m'intéresse en tant que privatiste. Et de ce point de vue-là, en relisant, j'ai cherché, si on peut dire, à comprendre un peu les termes de la Convention, et je me suis attaché notamment aux définitions, il y a toute une série de définitions qui sont contenues dans cette Convention, qui forme l'article 1er d'ailleurs de la Convention, toute une série de définitions extrêmement importantes.
il y a d'une part ces séries, il y a d'une part il y a d'une part donc ces définitions de l'article 1, mais il y a également d'autre part les objectifs que se fixe la Convention et notamment les principaux paramètres, si on peut dire, dont il faut tenir compte au titre du but poursuivi par cette Convention. Et alors, je ne dis pas du tout que je ne prétends pas du tout avoir raison, hein, la loi s'en fout, mais je me suis interrogé. Je me suis interrogé parce que cette Convention, en réalité, elle introduit, elle affirme beaucoup d'obligations qui sont en réalité des obligations de moyens, mais qui ne sont pas des obligations de résultats. Quand on parle notamment de la reconnaissance des qualifications, eh bien, en réalité, cette reconnaissance, d'abord, il y a toute une série de sous-distinctions qui sont faites, parce qu'il y a la reconnaissance des qualifications de l'enseignement supérieur et la reconnaissance de l'accès à l'enseignement supérieur. Deux catégories de reconnaissance différentes. Outre le fait que si on reprend les termes mêmes en matière de reconnaissance, eh bien, on s'aperçoit que la reconnaissance, donc, c'est le droit de demander son admission dans l'enseignement supérieur. Le droit de demander son admission dans l'enseignement supérieur. Or, le droit de demander son admission à l'enseignement supérieur, ça ne préjuge pas de la réponse qui sera donnée. C'est ça. Et je dois dire qu'à cet égard, j'ai été un petit peu influencé par ce qui se passe, hélas, chez nous, en France notamment, où on le voit notamment avec les différentes sélections qui existent dans l'entrée d'enseignement supérieur, avec Parcoursup notamment. Il ne suffit, ou Parcoursup, ou bien en master, il ne suffit pas d'être titulaire d'un diplôme, d'une qualification, d'une réussite, pour être admis automatiquement dans un cursus quel qu'il soit. Et donc, c'est un petit peu l'angle sur lequel je me suis basé, mais j'anticipe un peu mon intervention de demain, en fait, parce que l'impression que donne cette convention, c'est de s'être inscrite dans un cadre concurrentiel non avoué. Et justement, depuis les accords de Marrakech et les accords généraux sur les services qui en constituent l'annexe, l'enseignement supérieur, l'éducation et l'enseignement supérieur en particulier font partie de ces services qui sont soumis à la concurrence. Et quelque part, je me suis posé la question de savoir si cette convention, à la lecture que j'ai pu en faire, si elle ne consacrait pas cette idée implicitement d'une certaine concurrence entre les diverses qualifications qui peuvent exister de par le monde, d'autant que quand on lit les objectifs qui sont contenus dans cette convention, il est clairement précisé qu'il est tenu compte du mérite, il est tenu compte de l'autonomie des établissements, il est tenu compte de toute une série de paramètres qui font dépendre, évidemment, font relativiser énormément l'idée qu'il puisse exister une consécration automatique, une admission automatique dans l'enseignement supérieur ou à l'intérieur de l'enseignement supérieur. Voilà, bon, en fait, il me semble que votre intervention, c'est plutôt des observations. Et en tout cas, j'aimerais quand même rajouter quelques points. Et surtout en ce qui concerne le droit comparé entre le privé et le public, ça peut se faire. Ne serait-ce que sur le terme pacta sunt servanda, qui peut être utilisé en public, mais aussi en théorie des obligations qui relèvent du privé. Donc, il y a quand même une certaine corrélation. Par contre, en ce qui concerne donc mon intervention sur, je ne voudrais pas essentiellement critiquer les dispositions de la Convention, mais c'est surtout que pour que cette Convention ne soit pas une porte ouverte vers
la migration du Sud vers l'Europe. Et avec l'avènement de présidentiel en France, on ne sait plus qu'est-ce qui va se passer réellement. Quel candidat sera donc élu et ça va poser beaucoup de plus de questions dans ce cas-là. Je ne veux pas m'étaler là-dessus. Hein. Merci. Oui. Mais seulement, j'insiste donc sur ma proposition, dans ce sens qu'il fallait que le Nord, qui est supposé comme pays industrialisé et riche, contribue à l'amélioration de l'assurance qualité dans le Sud. C'est ce que je voudrais donc proposer dans ce cas-là. Si on arrive à améliorer la qualité de la formation dans le Sud, il n'y aura pas cette hémorragie de migration. Hein. Merci. Donc, je rappelle seulement 3 points. Le premier, c'est qu'il reste 2 interventions après 3. On va clôturer le panel. On devrait prendre à la fin une photo de groupe. Donc, pour ceux qui veulent partir, donc, je l'annonce déjà. J'aimerais bien avant préciser que le professeur Arzazi, qui n'a pas pu intervenir, c'est pour des raisons de santé. On lui souhaite prompt rétablissement et peut-être s'il va mieux d'intervenir à distance au dernier tour. Bon, je vais glisser avant de passer la parole à collègue. Donc, je vais glisser 3 petites questions. On est plus loin du débat. Mais quand même, lorsque vous dites qu'on a exigé seulement 21 ratifications et pour 20 et pour d'autres beaucoup plus, 60 ou 70, je me demande pourquoi. Est-ce que ce n'est pas important? On veut la faire passer. Est-ce que les pays qui mènent le jeu souhaitent la faire passer? Et aussi, si ça fonctionne avec seulement 20 pays, est-ce que c'est vraiment une convention internationale? C'est intéressant. Et merci, et je passe la parole à Caroline. Chers collègues, je me réjouis avec toute l'émotion de rencontrer à nouveau Jean-Claude Arzaraina, alors qu'on s'est connu justement lors de la réunion d'adoption de cette convention à l'UNESCO le 25 novembre 2019. Jean-Claude, le professeur Arzaraina, il a représenté l'État membre, donc il avait le droit de vote. Moi, j'étais observateur à côté, on se sympathisait, on était placés à côté. Je squattais quelque part le squat, la place de délégation parce qu'il manquait vraiment les places pour les ONG. Et donc, d'où vient aussi l'invitation de M. Arzaraina dans les UPL qui a accepté volontairement et donc pour présenter le Madagascar. Les problématiques que vous avez soulevées sont assez intéressantes pour voir la correspondance entre les différentes conventions. Donc, je reprends toujours le même document que vous avez peut-être regardé aussi lors de la 40e conférence générale et qui stipule que les tendances de cette convention soulignent la nécessité d'un instrument normatif mondial qui puisse compléter les conventions régionales et assurer la reconnaissance interrégionale des qualifications en matière équitable. Donc, bon, il était assez diplomatique dans la formulation, dans ce rapport, mais pour stimuler les réflexions dans le sens, pour aller un peu plus loin, peut-être vous le connaissez, que la convention régionale des pays arabes, il était élaborée et votée il y a un mois. Simplement, il n'existait pas avant la convention mondiale de l'UNESCO. Et voilà, donc, pour stimuler les réflexions, je souhaiterais savoir, pour le prolongement de vos réflexions, la convention régionale de pays arabes, est-ce que c'est peut-être inspiré de conventions dans le sens contraire de conventions mondiales, tandis que les conventions précédentes, quand vous parlez européennes, ce qu'on appelle l'Europe et l'Amérique du Nord, la convention de Lisbonne de 1997, il était avant les conventions mondiales. Donc, à titre de réflexion, dans le cadre de vos recherches, comparez aussi, prendre en compte la convention régionale de pays arabes qui était votée voilà, donc, il y a un mois. Est-ce qu'ils ne sont pas allés dans le autre sens, c'est-à-dire adapter la convention mondiale vers la... Non, c'était juste pour prolonger les débats, peut-être, voilà, les questions étaient... Et justement, c'est ça le problème que nous avons échangé ensemble tous les deux, dans les principes généraux du droit international.
les conventions internationales ou les traités internationaux ou les accords internationaux disposent quand même une hiérarchie supérieure par rapport au droit interne. Donc, tous les pays qui présentent leur instrument de ratification sont liés par la convention en question. Et par conséquent, ils doivent appliquer dans leur droit interne les dispositions de la convention internationale. Alors, le problème se pose pour les États européens, pour le Portugal que vous avez évoqué. Est-ce qu'ils vont donc créer d'autres dispositifs juridiques par rapport à la présente convention, ou bien ils vont rester sur les leurs qui ont été déjà élaborés à l'époque? Et c'est là que se pose la question. Qui est-ce qui va appliquer ça unilatéralement? Est-ce que ce sont seulement les pays du Sud? Ou les pays du Nord seront aussi liés par la dite convention? Pourtant, ils ont déjà les leurs. C'est là que se pose la question. Et si vous lisez bien la Convention européenne, c'est un peu la même typologie. Hein? C'est un peu la même. Et on dirait qu'on a calqué la Convention de l'UNESCO sur la Convention européenne. Qu'est-ce que ça veut dire alors? Voilà, c'est là que se pose la question pour les pays du Sud. Voilà une question qui va dans le sens inverse, parce qu'ils n'ont pas calqué la Convention mondiale vers la Convention de pays arabes qui était élaborée et adoptée il y a un mois, le 13 février. Voilà, donc est-ce qu'il n'y a pas de l'effet vice-versa, hein? Mais ça, on ne peut pas répondre parce que je n'ai pas lu le... Voilà. Donc, avoir le autre type de paradoxe, de dilemme, peut-être le dilemme qui vous pouvez compléter dans votre intervention que vous avez pris en ça. Je ne sais pas si vous avez compris. La Convention européenne a été mise en vigueur en 1997. Et celle-là, c'est juste en 2019 qu'on l'a signée. Hein. Elle n'est pas encore rentrée en vigueur, je pense. Parce qu'on n'a pas encore atteint les 20 ratifications. C'est ce qui est disposé dans le texte. Parce que si ce que vous dites. Ouais, mais déjà, il y a 27 pays. Donc, c'est pour interpasser. Les 27 vont-ils donc appliquer ça? Mais c'est déjà. Étant donné qu'ils ont déjà la convention de la région européenne. Il y a une différence quand même. Il y a une différence quand même. Certaines dispositions. Donc c'est une question majeure. Hein? Alors, moi j'ai une question pour sortir un peu de ce débat. Déjà, je voulais vous remercier pour votre participation. D'autant plus que votre activité à Marrakech, on n'a pas encore la valeur. Pour reprendre quelque chose que vous avez abordé, comment vous voyez le développement de la mobilité recommandé par la Convention des étudiants, des doctorants, des enseignants, compte tenu que l'un des inconvénients de la mobilité, la vie même, pour les pays africains, c'est la fuite des éléments les plus formels. Alors, comment vous pensez que Madagascar peut s'en sortir? Justement, c'est pourquoi, donc, j'insiste encore une fois. Quelle recommandation vous feriez justement à l'UNESCO par rapport aux problèmes que vous évoquez? Ma recommandation, donc, je répète encore une fois, il faut donc qu'on se focalise beaucoup plus sur l'assurance qualité dans le système universitaire du Sud. Parce que, vous savez, il y a une différence énorme. Si on va se référer à la définition de l'assurance qualité, c'est très vaste. C'est très vaste. Oui. Donc, si on arrive donc à se convenir sur ce principe de l'assurance qualité, à améliorer beaucoup plus le système éducatif du Sud, moi je vous dirais, je vous assure qu'il y aura quand même moins de fuite de cerveau. Le problème, c'est que l'assurance qualité, ça vient souvent une fois que les réformes ont été menées dans le système d'enseignement supérieur. Tout à fait. Une amélioration.
Mais je reviens donc aux remarques de notre collègue là-bas, que plutôt la Convention mise sur l'obligation des moyens, mais non pas sur l'obligation des résultats. Donc, si on retourne un peu donc, la vision dans ce cas-là, miser plutôt sur des obligations de résultats, je pense que nous pourrons avancer beaucoup plus dans ce sens. Merci beaucoup. Chers collègues, heureux de vous avoir parmi nous. On a suivi votre odyssée, on allait vous baptiser Ulysse. Donc, ma question, elle est plus ou moins historique, c'est de relativiser la notion du rapport nord-sud. En histoire, on parle, nous, de le centre par rapport à la périphérie. Parce que dans l'Antiquité, il y avait un centre qui était la Mésopotamie, les pharaons, il y avait est-ouest. C'est l'Empire romain qui a imposé le nord-sud après les guerres puniques. Bref, donc ce rapport nord-sud, ce centre, il était toujours, qui était performant, qui était dominateur, même au sein, pour relativiser encore, même au sein de chaque pays, on a les rapports nord-sud, par exemple entre l'Espagne. Le nord d'Espagne n'est pas celui, la situation du nord n'est pas celle du sud, y compris pour l'Italie, le Maroc et ainsi de suite. Donc c'est dans ce sens qu'on essaye de relativiser. Le deuxième point, c'est la cohabitation entre la Convention internationale et régionale. Ma question est assez précise, je voudrais avoir votre avis là-dessus. N'est-ce pas cette cohabitation, cette dichotomie, n'est-ce pas une étape transitoire? Soit on va retourner vers le renfermement de l'État-nation, ou on va harmoniser au niveau international. Ok, merci. Je n'ai pas bien compris la dernière question. En fait, cette relation entre, cette dichotomie entre, cité dans le, comment peut-on faire vivre au niveau international tout en prenant en considération les conventions régionales. Donc, dans ce sens, est-ce que ce n'est pas une étape transitoire, soit pour un repli, ou soit pour une internationalisation de cette convention, lorsqu'on prend en considération le régional? En fait, d'abord, pour votre première remarque, je ne suis ni historien ni géographe, mais j'ai apporté quand même mes opinions à propos de la relation nord-sud. Quoi qu'il en soit, ça existe toujours. Ça existe toujours. Et ça reste donc au centre d'intérêt de la discussion mondiale, ne serait-ce qu'au niveau du conflit russo-ukrainien actuel. Est-ce que le Sud participe vraiment donc à la résolution de cette crise? Parce que ça reste un problème inter-grande puissance. C'est la réalité qu'on constate actuellement. Donc le Sud ne serait que des victimes qui vont subir les conséquences. Voilà le grand problème. Donc comment les pays du Sud seront vraiment donc au centre de la discussion des affaires mondiales? C'est ça le grand problème qu'il fallait évoquer dans ce cas-là. Mais en fait, il y avait donc, ne serait-ce donc par rapport à cette convention, comme j'ai évoqué tout à l'heure, elle n'est pas mal du tout, c'est pas mauvaise. Mais le fait que ça soit inspiré de la convention mondiale de l'enseignement supérieur dans la région européenne, ça fait réfléchir quand même. Ça fait réfléchir. Et par rapport à votre souci, le principe du droit international reste toujours en vigueur selon le traité de Vienne sur le droit des traités. La Convention de Vienne sur le droit des traités. Ça reste toujours en vigueur. Donc, si vous voulez qu'on revienne à ce que vous voulez soutenir, c'est qu'il fallait donc changer ce traité de base qui régit toutes les conventions dans le monde entier. Ce qui fait que la convention régionale est toujours sous la hiérarchie d'une convention mondiale ou convention internationale. Donc, ce n'est pas possible. C'est pas possible. L'Afrique ne peut pas appliquer la Convention européenne. Même pas l'Amérique latine. Donc, il fallait une convention mondiale ou internationale. Donc, dans ce cas-là, je me pose la question, est-ce que l'Union européenne va revenir sur son pas pour adapter cette convention de l'UNESCO?
étant donné que la Convention de l'UNESCO va acquérir la hiérarchie suprême des normes en matière de qualification relative à l'enseignement supérieur. Ça, c'est autre chose. Cher professeur, merci beaucoup. Vous avez vraiment, votre intervention a suscité pas mal de débats. Je crois sur ce, on va déclarer clôture du panel et on vous demande. Passe la parole. Merci, Merci monsieur. pour le diplôme. Merci. Je m'en réjouis. Merci, monsieur le président. Ce sera- Je remercie notre collègue Jean-Claude Razaranaïna pour son intervention. Nous l'avons pris un petit peu de vitesse de l'aéroport à la salle de conférence. Mais comme a dit, s'il vous plaît, comme a dit monsieur le président, toute intervention intéressante suscite des débats, parfois même houleux, parfois même exprimant des différences au niveau de point de vue. Mais cela, justement, pour moi, je crois que la difficulté amène toujours à la solution, amène toujours à la compréhension. Et c'est une bonne chose. Chers amis, donc, Monsieur le Président a déclaré la séance